Bonjour camarade, peux-tu revenir Bonjour. sur, peux-tu revenir sur les raisons de la grève à Emmaüs dans le Nord? Quel est le rôle d'Emmaüs France et de la préfecture dans cette affaire? Et surtout, que revendiquent les grévistes? Alors, sur l'histoire de cette grève, pour bien la comprendre, il faut avoir en tête que Emmaüs a négocié avec le gouvernement un statut particulier qui s'appelle le statut WACAS. Donc, c'est un statut qui permet à des sans-papiers d'être accueillis chez Emmaüs et de bénéficier, au bout de 3 ans de travail bénévole, sur la base du rapport qu'Emmaüs fait à la préfecture, d'une étude indulgente de leur dossier. En implicite, c'est si vous remplissez votre travail de chez Emmaüs, vous allez être régularisé. Donc ça, c'est le statut initial. En contrepartie, Emmaüs paye les charges sociales et donc du coup, ils sont couverts par la Sécu. Voilà, ça c'était le statut Emmaüs. Déjà, il est problématique parce que il précise pas le nombre d'heures de bénévolat, donc il reste un certain nombre de marges de flou qui peuvent être utilisées pour exploiter les travailleurs sans papier qui sont là. Mais ça, c'est le statut de base. Et ici, à Saint-André, donc Emmaüs Saint-André, a refusé de demander le statut de WACAS, ce qui lui permettait de ne pas payer les charges sociales, tout en disant aux sans-papiers qu'ils avaient ce statut et que par conséquent, ils pouvaient espérer une régularisation au bout de 3 ans. Alors pourquoi ce mensonge initial? Ben, ce mensonge initial, tout simplement parce que ça, ça permet d'utiliser les sans-papiers comme de véritables salariés surexploités, puisque leurs conditions de travail ici, c'était 40 heures par semaine. Et en fin de mois, ils touchaient un petit pécule, c'est pas un salaire, un pécule de 150 euros par mois. Euh, Bien entendu, ce type de logique ne fonctionne que parce que les sans-papiers ont peur de perdre leur logement puisqu'ils sont hébergés dans la communauté et parce qu'ils ont peur de ne pas être régularisés. Cette double contrainte fait que les sans-papiers, eh bien, au bout de 3 ans, sont contraints de rester, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et donc, on a des personnes qui vivent avec ce type de rythme de travail et de revenus depuis 7 ans pour le plus ancien. Donc on a affaire à une véritable logique de la plantation, hein, comme à l'époque esclavagiste où le maître hébergeait et enfin, donnait une case et donnait de la nourriture et en échange il était corvéable à merci. C'est bien entendu pas exactement la même chose, mais il y a une logique qui ressemble à cela. C'est soit une logique de servage, soit une logique d'esclavage. La plupart des sans-papiers ont tenu ainsi, tout en étant écœurés tout simplement parce qu'ils avaient peur de perdre leur logement et ils avaient peur de se retrouver à la rue avec leurs enfants pour ceux qui ont des enfants et de perdre leurs droits au titre de séjour. Bien entendu, ce type de pratique favorise, puisqu'ils sont toujours dans le même espace avec les mêmes encadrants et n'ont pas de sortie à l'extérieur puisqu'ils habitent là, eh bien des pratiques de pression. Et donc ça s'est accompagné progressivement par des pratiques d'humiliation, des pratiques où on leur fait faire des travaux sans aucune condition de sécurité. Donc on a toute une série de preuves montrant les conditions de travail, parce que c'est pas seulement travailler beaucoup, c'est travailler beaucoup dans des conditions dangereuses. Et donc là, les bilans médicaux montrent pour que au moins la moitié d'entre eux, du fait de leurs conditions de travail, ils ont de graves problèmes de santé. Donc on a vraiment une pratique qui était une pratique cachée, une pratique où tout se passait en interne, sans aucun contrôle extérieur, sans aucun regard extérieur, qui sont des pratiques de quasi-esclavagisme. Ce sont là les raisons de la grève. Alors pourquoi n'a-t-elle pas éclaté avant? Tout simplement parce qu'ils ont peur, ils avaient peur. Et c'est la rencontre entre ces grévistes, enfin ces futurs grévistes, et l'Union départementale CGT et le CSP 59. Donc en gros, quelques-uns d'entre eux sont venus pour se renseigner. Et c'est cette rencontre-là qui leur a donné le courage d'entrer en lutte. Quand on les a rencontrés, Comité de sans-papiers 59 et Union départementale CGT, nous leur avons dit que c'était d'abord leur lutte, que tout ce qu'on pouvait nous leur garantir, c'était que s'ils entraient en lutte, ils auraient un soutien
qu'on ne les laisserait pas seuls. Et c'est ça qui leur a donné le courage d'entrer en lutte. Voilà pourquoi une pratique qui aurait dû déclencher depuis très longtemps des mouvements sociaux n'a pas éclaté avant. C'est bien la rencontre entre une possibilité de soutien, le sentiment de ne pas être seul et en même temps une situation inacceptable qui a fait le cocktail qui a déclenché cette grève. Donc ça, c'est au niveau des raisons de la grève. Je continue sur les autres questions ? Oui, je t'en prie. La place de la préfecture. La préfecture, donc, au tout début de la lutte, quelques travailleurs sans papier qui n'étaient pas encore dans une logique de lutte ont d'abord enclenché une logique de plainte. Ils ont donc porté plainte, ils étaient quelques-uns, ils n'en ont pas parlé à tout le monde, tellement ils avaient peur, une plainte pour traite des êtres humains. Et cela a donné naissance cela a motivé un journaliste de Street Press à venir enquêter un peu plus. Il a fait donc un article qui va déclencher une autosaisine par la justice. Et donc une enquête a été ouverte pour traite d'êtres humains ici. Et c'est cet article-là qui a aussi contribué à donner l'occasion, le courage pour faire grève. Le préfet de son côté, à partir du moment où il y avait cette plainte, on aurait pu s'attendre de sa part à ce qu'il intervienne, au moins pour exiger que le minimum de conditions décentes soit réuni. On n'a pas entendu parler de lui. Alors, son argumentaire jusqu'à présent, c'est d'attendre que la justice se prononce. Et donc, voilà du côté du préfet. Du côté des Maïs nationales, nous les avons interpellés à un double titre. Nous avons interpellés parce que ils considèrent que ce qui se passe à Emmaüs Saint-André ne correspond pas à la philosophie d'Emmaüs. Ils nous l'ont dit, sont venus nous voir et nous l'ont dit à plusieurs reprises. Et donc nous attendons d'eux, puisqu'ils acceptent qu'Emmaüs Saint-André porte le nom d'Emmaüs, qu'ils condamnent ces pratiques et qu'ils dénoncent publiquement Emmaüs Saint-André. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de communiqué officiel dénonçant Emmaüs Saint-André. Et nous leur demandons une seconde chose, c'est à partir de la philosophie d'Emmaüs que s'est mis en place c'est en tout cas avec le nom d'Emmaüs que s'est mis en place ces pratiques. Et donc nous demandons qu'ils écrivent au préfet pour demander une régularisation à titre exceptionnel pour préjudice subi, puisque pour certains d'entre eux, ils sont là depuis 5-6 ans de ce type de vie. Et là aussi, pour l'instant, nous attendons toujours. Donc on a une Emmaüs nationale qui se dissocie d'Emmaüs Saint-André, mais qui ne le dit pas publiquement, en tout cas qui ne communique pas là-dessus. Voilà pour ces deux acteurs, quoi. Et au niveau des revendications du coup des grévistes, est-ce que tu peux nous les rappeler ? Oui, alors il y a des revendications à plusieurs niveaux. D'abord des revendications sur l'immédiat, sur la vie quotidienne dans la communauté, puisqu'ils habitent là, leurs enfants vont à l'école ici à Saint-André, etc. Donc il est hors de question, après avoir subi cela pendant des années, qu'ils retournent travailler comme avant, avec la même directrice. Donc ils exigent le départ de la directrice, qui est pour eux le symbole vraiment de ce qu'ils ont vécu. Ce à quoi le conseil d'administration d'Emmaüs Saint-André refuse, puisqu'il dit toujours accorder sa confiance à la directrice, alors même qu'Emmaüs National a demandé son retrait. Donc nous attendons, donc ça c'est la première revendication. La seconde revendication, elle est autour d'une régularisation exceptionnelle au titre du préjudice subi, qui va de pair avec la plainte pour traite d'êtres humains, puisque dans la loi, s'ils sont reconnus comme ayant été victimes de traite, ils auront droit de toute façon à un titre de séjour. Et la troisième revendication, c'est une revendication qui renvoie à la reconnaissance du préjudice également, mais cette fois-ci du côté du droit du travail. Donc nous enclenchons une procédure prud'homale pour que leur statut soit requalifié en contrat de travail et que les arriérés de salaire non versés, du coup, soient reconnus et reversés. Dans ce combat, peut-être plus que dans un autre, comment est-ce que la solidarité interprofessionnelle entre travailleurs a-t-elle changé la donne ? Alors c'est essentiel. Il faut vraiment qu'on se mette en tête que nous, même si tous les travailleurs sont exploités, nous ne sommes pas dans les mêmes
capacité de réaction, parce que pour certains, la précarité, le danger d'entrer en lutte, les effets immédiats sur la famille peuvent apparaître comme tellement énormes que ça va amener à accepter des conditions inadmissibles, inhumaines de travail. Et c'est la rencontre avec la solidarité, c'est la rencontre avec le fait que les organisations de travailleurs se sentent concernées par cette fraction du salariat qui fait que les luttes sont possibles. Nous l'avons d'une manière très très claire ici. Aujourd'hui, ils ont tous à la bouche le mot solidarité, le mot travailleur. Ils ont une reconnaissance énorme vis-à-vis du syndicat, tout simplement parce que pour eux, la lutte était inimaginable s'il n'y avait pas eu le soutien et l'accompagnement. Très concrètement, ce sont des camarades qui n'ont pas les moyens d'entrer en lutte, ni financiers, ni d'expérience, ni de pratique, ni de sociabilité, puisqu'ils sont 24 heures sur 24 depuis des années quasiment enfermés à l'intérieur de la communauté. Et donc c'est vraiment la rencontre qui a permis l'entrée en lutte. Ensuite, ce type de lutte c'est toujours une lutte longue. Le temps de la justice est long. Et on sait très bien que ce temps va s'accélérer en fonction de la capacité à maintenir la grève. Et donc il faut tenir, y compris financièrement, survivre au jour le jour. Et donc la solidarité est aussi ce qui a permis cela. Par exemple, très concrètement ici, nous sommes au 2e mois de grève. Et bien entendu, dès le 2e mois, pour les petites dépenses quotidiennes, pour les enfants, etc., le petit pécule qu'ils avaient tous les mois de 150 € devenait quelque chose d'essentiel pour eux. Grâce à la solidarité des travailleurs, on a réussi à leur reverser, par solidarité, l'équivalent du petit pécule qui leur était donné en aumône par la direction ici. Et donc, pour ces deux raisons-là, les conditions sociales, politiques, subjectives d'entrée en lutte, et secondo, les conditions matérielles, la solidarité est incontournable, elle est vraiment une nécessité. Et dans l'autre sens, en tant que syndicaliste CGT, quelle leçon on peut tirer justement de cette grève-là? Alors, la leçon d'abord, c'est que la lutte est vraiment pour ces travailleurs-là une école, mais accélérée de syndicalisme. Quasiment au bout de 3 semaines de grève, les débats qu'ils avaient ici le soir, c'était la volonté de créer immédiatement une section syndicale. CGT, ça aurait été la première. On leur a dit non. Enfin, on leur a dit non. On leur a dit la priorité, c'est la lutte, et bien entendu qu'on sera heureux de vous accueillir à la CGT à l'issue de votre grève, quel que soit le résultat, mais surtout si elle est victorieuse, et que c'est pas un refus de se syndiquer, c'est tout simplement que leur lutte était d'abord prioritaire, et ça, c'était le syndicat, il n'en connaissait rien au début de la lutte. La seconde chose, c'est tous les soutiens qui sont venus sur le piquet de grève, les débats qu'ils ont eus avec les travailleurs sans papier, c'est de se rendre compte de ce qu'est la logique du capitalisme, qui est de hiérarchiser les travailleurs de telle sorte à ce qu'effectivement ils ne s'unissent pas. Et ça, en découvrant qu'en 2023, en France, il pouvait y avoir des pratiques qui ne peuvent se rapprocher que des modèles de servage ou d'esclavage, ils se rendaient compte que le capitalisme n'avait aucune limite, et que si à l'heure d'aujourd'hui, eux-mêmes n'étaient pas encore soumis à ce type de travail, c'est une tendance qui a été créée, c'est-à-dire que c'est le rapport de force qui évite d'aller plus loin pour l'ensemble des travailleurs, mais cette logique-là, en gros, soutirer le maximum d'heures de travail pour le salaire le plus petit possible, c'est bien la logique du capitalisme. Donc que ça soit pour ceux qui viennent soutenir comme pour les sans-papiers, cette grève est une grève qui fait grandir très vite, qui fait prendre conscience très vite, et qui permet de saisir ce qu'est le cœur du capitalisme aujourd'hui. Et d'ailleurs, cette grève a déjà fait tache d'huile, vu qu'un autre centre Emmaüs est entré en grève. Oui, à Grande-Sainte, depuis 8 jours maintenant. Alors là-bas, le centre, il est beaucoup plus important, parce que, donc en termes de taille, et par conséquent, on a une répression beaucoup plus rapide, parce que bien entendu, la pression économique du coup est plus forte, ils perdent plus d'argent tous les jours. Et donc, hier, la direction a envoyé des huissiers avec des assignations annonçant qu'il y avait des amendes de 400 € par jour pour chaque gréviste si la production était bloquée.
Ils ont décidé malgré ça de maintenir la grève. Donc ils ont revoté la grève hier. Donc on voit bien que ça se durcit, ça s'aiguise, et sans doute qu'on aura des affrontements un peu plus forts dans les jours et les semaines qui viennent.